l'élection des dirigeants, enfin des postes de la direction de l'Assemblée nationale sont élus d'après une règle de répartition. Il y a, chez Jean-Luc Mélenchon, quelque chose de profondément humain que trop peu de gens perçoivent derrière ses coups de colère à l'Assemblée, ses invectives flamboyantes ou ses prises de parole enflammées. À 73 ans, l'homme que beaucoup considèrent comme une bête politique commence à se dévoiler sous un jour plus intime, presque fragile. Derrière la figure de proue de la gauche insoumise se cache un homme qui, toute sa vie, a couru après un idéal, et ce faisant, a laissé filer certaines formes d'amour qui ne se rattrapent jamais. Il a fondé un mouvement, électrisé des foules, tenu tête à des gouvernements, inspiré des jeunes à croire encore à la République sociale. Mais ce que peu savent, c'est qu'il a aussi raté des anniversaires, des rires partagés, des mots tendres échangés dans le calme d'un salon familial. Dans une confidence rare, il a avoué que la politique l'avait éloigné de sa fille Marine, qu'il aime profondément. Il n'était pas là pour certains moments clés. Et même si elle l'a toujours soutenu, lui, il ne s'est jamais vraiment pardonné. Il y a quelque chose d'émouvant à l'entendre parler aujourd'hui. Plus posé, plus lent, peut-être plus libre aussi. Jean-Luc confie que l'amour de sa vie n'a jamais été une femme en particulier, mais un idéal, celui de la justice sociale. Un amour exigeant, inflexible, total. Il l'a poursuivi avec une telle intensité qu'il a souvent oublié qu'il avait aussi besoin d'aimer, simplement en tant qu'homme. Il a bien connu une passion forte, bouleversante même, mais cette histoire est restée secrète, presque sacrée. Il dit qu'elle lui a laissé de magnifiques souvenirs et une ombre de regrets. Dans la vie, ajoute-t-il, on ne peut pas tout avoir. Certains rêves imposent de renoncer aux autres. Ce qui bouleverse peut-être le plus chez Mélenchon aujourd'hui, c'est la place que prend sa mère dans ses souvenirs. D'origine espagnole, elle a été son premier guide moral, sa première boussole. C'est elle qui lui a appris à ne jamais détourner les yeux devant l'injustice. Et pourtant, au moment où elle s'éteignait, il était ailleurs, accaparé par une campagne. Il n'a pas pu lui dire au revoir. Ce traumatisme, il le porte encore, comme une cicatrice discrète, mais vive. Chaque fois qu'il pense à elle, sa voix se brise à peine. Il murmure qu'il aurait voulu faire plus, être là, tenir sa main. Ce sont ces silences, ces instants de vulnérabilité qu'on n'attend pas d'un homme public, et qui pourtant nous le rendent le plus proche. Aujourd'hui, son corps trahit les années. Le dos douloureux, la fatigue persistante, les examens médicaux qui s'enchaînent, les jours plus lents. Mais son esprit, lui, reste incandescent. Jean-Luc ne renonce pas. Il lit encore avec avidité, note dans un carnet ses réflexions, se promène dans les parcs de Montreuil avec une sagesse douce dans le regard. Il dit que la vieillesse n'est pas une défaite, mais une occasion. Celle de revoir le chemin parcouru, de réapprendre à vivre, sans précipitation, sans obligation. Et puis, il y a Marine, sa fille, son pilier discret. Elle n'a jamais voulu s'engager en politique, mais elle l'a toujours accompagnée. Elle parle de son père avec un mélange de fierté et de tendresse lucide. Elle sait qu'il a souffert, qu'il a porté sur ses épaules plus qu'un programme ou un parti. Elle dit qu'il a toujours mis les autres avant lui, et que cette abnégation, si noble soit-elle, laisse des plaies intimes que peu peuvent comprendre. Pour elle, son père n'est pas seulement un tribun, c'est un homme de principe, oui, mais aussi un homme blessé. Et c'est justement cette combinaison de force et de faille qui fait de lui quelqu'un d'admirable. À ce stade de sa vie, Jean-Luc Mélenchon ne cherche plus à convaincre. Il cherche à transmettre. Ce qu'il a semé, il ne le verra peut-être pas fleurir de son vivant, mais il espère que des jeunes s'empareront de ce qu'il a défendu. Une France plus juste, plus digne, plus humaine. Il parle moins de pouvoir, plus de mémoire, moins de slogans, plus de sens. Il sait que l'histoire est ingrate, qu'on oublie vite les visages, mais qu'on se souvient des luttes. Et lui, c'est une lutte qu'il a aimée plus que tout. Il y a des hommes dont l'histoire ne se lit pas uniquement dans les livres de politique, mais dans les silences qu'ils ont portés, les gestes qu'ils n'ont pas faits, les absences qu'ils n'ont jamais pu réparer. Jean-Luc Mélenchon fait partie de ceux-là. Si l'on gratte un peu la surface de son image publique, si l'on n'écoute non plus ce qu'il crie mais ce qu'il tait, on découvre une existence profondément marquée par les tensions entre le devoir et le désir, entre l'héritage et la liberté, entre l'amour des idées et les absences qu'elles engendrent. Il y a quelques mois, dans une émission qu'il n'aurait jamais acceptée 10 ans plus tôt,
Jean-Luc s'est laissé aller. Pas à une confession, non. Il ne se livre jamais complètement, mais à une forme d'ouverture. Il parlait de solitude, de fatigue et d'un sentiment étrange, celui d'avoir couru si longtemps qu'il ne sait plus marcher. Il disait « Quand on a passé sa vie à crier, on finit par redouter le silence. » Et pourtant, c'est dans ce silence qu'il commence à se retrouver. Il ne s'agit pas d'une reconversion mystique ou d'un retrait stratégique. C'est plus subtil, c'est l'âge bien sûr. Mais c'est surtout cette lassitude invisible qui gagne les âmes passionnées. Il a tant donné qu'il se demande parfois s'il ne s'est pas oublié en chemin. Il a vécu la politique comme d'autres vivent une grande histoire d'amour, avec exaltation, avec exigence, avec une fidélité presque maladive. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on se rend compte que l'être aimé, en l'occurrence le peuple, ne répond plus ou répond autrement? Jean-Luc n'a jamais aimé à moitié, et cela vaut autant pour ses combats que pour ses douleurs. Il parle peu de Mariine, sa fille, non par pudeur, mais par respect. Elle n'a pas choisi la lumière, elle n'a pas voulu porter le fardeau d'un non. Et pourtant, à chaque étape décisive de sa carrière, c'est à elle qu'il pensait. Lorsqu'il débattait face à Macron en 2017, lorsqu'il lançait l'Union populaire en pleine crise sociale, ou même lorsqu'il écrivait ses derniers ouvrages, c'est sa voix intérieure qu'il entendait, comme un rappel intime qu'au-delà de l'arène, il reste un père. Il a dit un jour « Mariine m'a appris le silence. Elle m'a appris à écouter ce que je n'entendais plus. C'est elle, plus que quiconque, qui lui a permis de redevenir un homme, après avoir été un personnage. » Il arrive qu'il se retrouve tard le soir, dans un appartement modeste, autour d'un thé ou d'un vin rouge. Il parle peu de politique. Beaucoup de livres, un peu de cinéma, parfois de souvenirs d'enfance. Elle lui raconte ses lectures, ses colères, ses joies simples. Il l'écoute, parfois les larmes aux yeux, en se disant qu'il n'a pas vu cette femme grandir. Elle lui ressemble tant, dans sa ténacité douce, dans sa manière de croire encore au pouvoir des mots. Elle n'a pas besoin de crier, Mariine. Sa seule présence apaise. Et dans ce face-à-face discret entre un père vieillissant et une fille libre, il y a une forme de réparation. Mais Jean-Luc sait que tout ne peut pas être réparé. Il y a des blessures anciennes qui restent ouvertes. La mort de sa mère, par exemple, est une faille qui ne s'est jamais refermée. Il ne parle pas de sa douleur comme d'un événement, mais comme d'un lieu. Il dit « C'est un endroit en moi que je n'habite plus. Il a manqué son dernier souffle. Il était ailleurs, à défendre un texte, à prononcer un discours. Depuis, chaque victoire a un goût amer. Il aurait voulu lui dire merci, lui dire qu'il ne s'est jamais détourné des valeurs qu'elle lui avait transmises, qu'il a tenu bon. Mais à qui sert la fidélité lorsqu'elle ne peut plus être vue? À mesure que les années passent, Mélenchon devient autre, moins tranchant, plus grave. Il ne cherche plus à convaincre tout le monde. Il cherche à être compris. Il continue à écrire, beaucoup. Non plus des manifestes, mais des lettres intérieures. Il confie à quelques proches qu'il prépare un dernier livre, une sorte de testament non politique, une réflexion sur le sens de l'engagement, sur le rapport au temps, sur la fatigue du combat. Il écrit lentement, comme s'il voulait peser chaque mot. Il n'a plus besoin de prouver, il veut transmettre. Ce qu'il redoute, ce n'est pas la mort, dit-il, mais l'oubli. Pas l'oubli de sa personne. Il sait que les figures passent, mais l'oubli de ce qu'il a défendu, l'humanisme concret, la solidarité active, l'idée que la politique n'est pas une carrière, mais une exigence morale. Il regarde le monde avec inquiétude, parfois avec désespoir. Les guerres, le dérèglement climatique, la précarisation galopante. Il se demande si ces luttes ont changé quelque chose. Il doute, bien sûr, mais il garde espoir. Ce n'est pas un optimisme béat, c'est une foi silencieuse. Quand il se promène seul, parfois dans les rues de Paris, il s'arrête devant les librairies. Il regarde les couvertures, les auteurs oubliés, les idées abandonnées. Il pense à tous ceux qui, comme lui, ont cru qu'un mot pouvait déplacer des montagnes. Il se sent proche d'eux, non pas en gloire, mais en solitude. Il lui arrive encore de prendre la parole dans des cercles plus restreints, moins médiatisés, des universités populaires, des conférences citoyennes. Il y va sans cravate, parfois même sans texte. Il parle avec le cœur. Il évoque Proudhon, Jaurès, Simone Weil. Mais surtout, il écoute. Et ça, c'est nouveau chez lui. Il écoute les jeunes qui doutent, qui cherchent, qui veulent te croire.
Il leur dit que l'engagement ne se mesure pas à l'audience, mais à la constance. Que ce n'est pas la victoire qui compte, mais la fidélité à une idée juste. Ces moments-là le réparent. Ce sont ses nouveaux combats. Un jour, un jeune homme lui a demandé « Si vous aviez une seconde vie, que feriez-vous » Il a longuement. Puis il a répondu « Je serais poète ». Et ce n'était pas une boutade. Il a toujours aimé la poésie. Les vers d'Aragon, les fulgurances de Neruda, les douleurs contenues de Ritsos. Il dit que la poésie permet de dire ce que la politique interdit. Le doute, le désir, le mystère. Peut-être qu'au fond, il n'a jamais été qu'un poète mal placé. Il a utilisé les tribunes comme on utilise une scène, mais ce qu'il voulait, c'était toucher les âmes. Marine lui a offert, il y a peu, un carnet relié en cuir. Il y note des bribes. Parfois une phrase, parfois un souvenir, parfois un poème qu'il invente. C'est son journal d'après. Le journal d'un homme qui a presque tout donné, mais qui découvre, dans le silence, une autre forme de parole. Et peut-être est-ce cela, l'héritage le plus profond qu'il laissera. Non pas un programme politique, mais une posture existentielle. Celle de ne jamais cesser de chercher ce qui est juste. Celle de vivre avec ses contradictions sans jamais les maquiller. Celle d'aimer, même sans retour. Celle d'accepter de ne pas tout réussir, mais de ne pas trahir. Jean-Luc Mélenchon est peut-être plus humain aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et dans ce dépouillement progressif, dans cette manière d'habiter l'absence, il touche plus que jamais. Car parfois, le plus beau des combats, c'est celui que l'on mène contre soi-même. Il y a quelque chose de bouleversant à observer Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Non pas parce qu'il aurait changé de conviction, il en serait bien incapable, mais parce qu'il semble plus nu, plus vrai, moins enfermé dans les contours d'un rôle. L'homme politique a fait place à un témoin, et ce témoin-là ne veut plus convaincre à tout prix. Il veut raconter, témoigner, laisser derrière lui autre chose qu'un slogan ou un score électoral. Il cherche un écho. Ce besoin de transmission, il le ressent profondément lorsqu'il croise les jeunes. Ce n'est pas une pause, ce n'est pas un calcul. C'est un réflexe presque vital. Il les regarde avec une affection pudique, mêlée d'admiration et parfois d'inquiétude. Il dit souvent que cette génération est à la fois plus lucide et plus désabusée que la sienne, qu'elle voit mieux les mécanismes de domination, mais qu'elle peine à croire qu'on puisse les briser. Et c'est cela qui le blesse, l'idée que l'espérance est devenue un luxe. Il ne leur en veut pas, au contraire. Il se sent responsable. Alors il parle. Il prend le temps. Il raconte ses débuts, ses échecs, ses désillusions, ses renaissances. Il ne cache plus rien. Il dit ce qu'il aurait fait, autrement, ce qu'il regrette, ce qu'il garde comme une fierté. Il leur explique que la politique n'est pas un monde à part, mais un prolongement de l'humain. Que les décisions prises là-haut ne sont pas abstraites, mais qu'elles touchent les cœurs, les corps, les rêves. Il leur parle comme à des enfants, mais sans condescendance, avec tendresse, comme on parle à ceux qu'on espère voir grandir plus librement. Il est conscient qu'il ne représente plus l'avenir, mais il sait que son passé peut nourrir une conscience collective. Ce n'est pas un passé figé, c'est un passé qui palpite encore. Il a gardé des lettres d'ouvriers, des messages de femmes en lutte, des notes écrites à la hâte après un débat houleux. Tout cela, il le garde comme des traces de vie. Il rêve parfois d'ouvrir un petit lieu, une sorte de maison de mémoire populaire, où l'on pourrait lire, débattre, pleurer, apprendre. Il en parle avec des étoiles dans les yeux. Pas comme un projet politique, mais comme une œuvre intime. Il a compris, au fil du temps, que les grandes batailles ne se gagnent pas toujours dans les hémicycles. Elles se gagnent dans les silences, dans les fidélités minuscules, dans les gestes qui ne font pas de bruit. Il se souvient d'un soir, en campagne, où une vieille dame lui avait glissé à l'oreille « Vous m'avez redonné envie de voter ». C'était simple, brut, immense. Ce souvenir, plus que bien des sondages, l'accompagne encore, car c'est cela, finalement, qu'il a toujours cherché. Réanimer le lien brisé entre le peuple et la parole. Aujourd'hui, il se promène souvent, sans but précis. Il regarde les passants, les immeubles, les ombres, sur le bitume. Il se dit que tout cela continuera sans lui, que le monde ne s'arrêtera pas. Et pourtant, il espère laisser une trace, pas son nom, une trace de sens, une trace d'élan. Il parle parfois à voix basse, seul, comme pour se rassurer. Il répète des phrases, il revoit des visages, il mesure ce qu'il a donné et ce qu'il a omis. Il ne cherche pas l'absolution, juste une forme de paix. Il lui arrive aussi de rire,
fort, d'un rire franc, presque enfantin, lorsqu'il repense à certaines erreurs, à certaines batailles absurdes. Il dit « On a parfois été trop sérieux, trop tendu, on a oublié de vivre ». Et dans cette phrase, il y a toute la mélancolie d'un homme qui a compris, un peu tard, que le bonheur n'était pas incompatible avec la lutte. Il n'en veut à personne, il ne cherche pas de coupable. Il se regarde simplement avec honnêteté. Et cette honnêteté-là, à son âge, vaut toutes les victoires. Ses lectures ont changé. Il lit moins d'essais politiques, plus de romans, de récits autobiographiques. Il dit que la fiction, parfois, en dit plus sur le réel. Il s'est replongé dans les œuvres de Camus, de Zweig, de Duras. Il lit aussi des poètes contemporains, des voix jeunes, audacieuses, fragiles. Il s'émerveille de leur liberté. Il y trouve un souffle neuf. Il note des vers. Il envoie parfois des lettres à des auteurs qu'il admire, sans attendre de réponse, juste pour dire merci. Il s'est aussi rapproché de quelques anciens adversaires. Pas tous. Certains désaccords sont trop profonds. Mais avec d'autres, un dialogue s'est recréé, parfois dans un café, parfois par mail. Il y a des silences réconciliés, des colères apaisées. Il dit qu'avec l'âge, on apprend que l'autre n'est pas toujours l'ennemi, mais souvent un miroir. Il regrette certaines ruptures, mais il est trop fier pour le dire ouvertement. Alors, il écrit des mots qui disent sans dire, et il espère être lu entre les lignes. Il entretient une relation étrange avec la mort, pas morbide, presque familière. Il dit qu'elle est là, discrète, comme une présence de fond. Il n'en a pas peur. Il l'apprivoise. Il s'est posé 1000 fois la question. Que restera-t-il? Pas de statut, pas de livre scolaire, peut-être une vidéo, un discours, un mot, ou rien. Et ce rien, il l'accepte. Parce qu'il sait que ce qu'on sème n'est pas toujours visible. Et que les graines plantées dans l'esprit des autres prennent parfois des années à germer. Et peut-être que c'est cela, au fond, le plus beau des héritages, celui d'un homme qui n'a jamais cessé de croire en l'humain, malgré tout. Jean-Luc Mélenchon ne cherche plus à convaincre mais à transmettre. Et dans ses silences, il parle encore. Si son histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits profondément humains. Car derrière chaque figure publique, il y a toujours un cœur qui bat, qui